Vous êtes à Choc Culture sur les ondes du 105.1. Bon dimanche à tous et à toutes. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour une nouvelle émission. Donc, j'ai mes acolytes avec moi, Med, DJ Hobbs et Mr. Ring. Comment allez-vous? Bonjour. Bien. Hello. Ouais, moi, ça va. Hein, écoute, on est là. Hein. Super, vous avez la forme. Ben, Med, je vais passer à toi pour la prochaine minute. J'aimerais bien que tu nous dises si tu as une nouvelle, une anecdote à nous partager. Oui, bien sûr, comme tous les dimanches. En fait, ma minute sera consacrée au président américain qui a fait une déclaration j'ai été vraiment choqué par sa déclaration, disant qu'une fois que l'armée américaine aurait pris le contrôle de Gaza, il allait transformer la ville en une des plus belles stations balnéaires du Moyen-Orient et que ça sera une French Riviera mieux que Monaco. Waouh, c'est quand même audacieux. C'est choquant. Je me suis dit, du coup, mais ce monsieur, est-ce qu'il est normal? Je pense que tout le monde se pose la même question. Mm-hmm. Et bon, que fait-il des 2 millions de Palestiniens qui vivent là, leur pays? Qu'est-ce qu'il fait d'eux? Il propose de les emmener en Jordanie et en Égypte, sur le territoire des autres, et puis eux, ils font de l'immobilier. Je sais que dans son background, il y a l'immobilier, là, il était un grand de l'immobilier, mais pas quand même sur la nation, le pays des autres. En tout cas, je pense que, pour moi, c'est une aberration. Mais ouais, aucun respect des droits humains internationaux. Aucun. J'ai une question. Est-ce qu'il y a eu une levée de bouclier? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Il y a des gens qui ont passé des commentaires à propos de ça? Oui, de tout côté, Israël. Mais tout le monde pense à peu près la même chose que moi, que c'est impossible, c'est incroyable. Il y a 10 jours, il voulait que le Canada soit le 51e État. Oui, non, mais c'est pour dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Il a des folies de grandeur. Ouais, ça, c'est clair. Le world à lui appartient. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'a choqué. Bon, je suppose que vous êtes choqué aussi. Voilà, exactement, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui va le calmer, mais bon. À suivre, comme on dit, à suivre. Alors aujourd'hui, pour notre émission, nous avons voulu souligner à notre manière le mois de l'histoire des Noirs, parce qu'on est au mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et ce faisant, on voulait vraiment porter l'attention sur l'entrepreneuriat par les personnes des communautés noires. Alors, parlons d'entrepreneuriat, surtout les programmes qui existent à propos de ça, parce que quand même, il y a des programmes pour soutenir les gens des communautés noires qui veulent se lancer en affaires. En l'occurrence, le programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de Futurpreneur. Alors, Futurpreneur, c'est un organisme national à but non lucratif qui offre prêts, mentorat et ressources pour les personnes âgées de 18 à 39 ans qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme un projet d'entreprise. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires par la Fédération des Canadiens noirs, offert principalement en Ontario, en Alberta et au Québec. Et ça, c'est un programme virtuel de mentorat pour les jeunes de 16 à 29 ans. Un autre programme dont j'ai entendu parler, parce que quand même, il y en a quelques-uns. Il y a le programme de formation à l'entrepreneuriat et au leadership des communautés noires d'Afrique et des Caraïbes. Alors, ce programme est né d'une collaboration entre la Black Business and Professional Association et le Diversity Institute de la Toronto Metropolitan University, anciennement appelée Ryerson. Alors, ce programme est financé par le Centre des compétences futures. Alors, je viens de nommer des exemples de programmes d'entrepreneuriat qui existent, mais nous voulions avoir en studio une personne pour nous parler de son aventure entrepreneuriale. Alors, laissez-moi vous introduire notre invité d'aujourd'hui. Rico est le propriétaire et chef de Rico Boquito, un restaurant qui nous fait découvrir les saveurs antillaises. Alors, Rico, bienvenue, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Coucou.
Il fait son timide. Oui, il fait son timide. On va le mettre à l'aise. On est en famille quand même. Alors, pour la prochaine heure, Rico, merci d'être là. Pour la prochaine heure, les auditeurs et auditrices auront le privilège de te connaître davantage et de découvrir en fait quel a été ton parcours. Alors, moi, d'entrée de jeu, j'aimerais te poser la question, quel a été ton parcours avant de te lancer en entrepreneuriat? Peut-être que je devrais te laisser aussi quelques secondes pour te présenter et ensuite de ça, de répondre à cette question. Alors, écoutez, c'est Rico, hein. Rico, c'est moi. Je suis originaire de la Guadeloupe, où je suis né, j'ai grandi là-bas. Et puis, à 19 ans, j'ai quitté l'île et puis je suis parti en métropole, en France métropolitaine, où j'ai étudié à Paris, à l'université Paris 13, Villetaneuse. Saint-Denis. Ouais, c'était Villetaneuse. Villetaneuse, ouais. Paris 13. Paris 13, ouais. Ah ouais. Ils sont en rouge là-bas, je crois, leur équipe de basket, si je me souviens bien. Alors là. Non, et ils étaient très forts parce que Villetaneuse, ils tapaient. Hein. Ah ouais. Bon, ça tapait à Villetaneuse. Hein. Et, je veux dire, ils étaient forts au basket, ça que je veux dire. J'étais là-bas. J'étais là-bas à l'université et puis après, je suis venu au Canada. Et puis je travaillais pour le gouvernement pendant longtemps, genre 5 ans, 4 ans. Je travaillais pour le gouvernement et puis après, je travaillais pour une société privée différente. Et tout en travaillant pour la société privée, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était ça la question. Est-ce que c'est parce que t'en avais assez? Est-ce que c'est que tu trouvais que le 9 à 5, ça te saoulait? Tu voulais... Alors, en fait, pourquoi? J'ai décidé d'ouvrir un restaurant antillais, en fait, parce que on n'a pas de restaurant antillais, Guadeloupe, Martinique, ici à Toronto. Et ça me tenait vraiment à cœur, en fait, d'avoir un endroit où... ça serait le QG, notre endroit à nous, on peut se retrouver et puis avoir la musique de chez nous, les couleurs de chez nous, la langue aussi, on peut parler créole et tout, et puis se comprendre et se retrouver comme à la maison. Voilà. Donc c'est ce qui t'a motivé en fait? C'est ce qui m'a motivé, clairement. T'es venu à Toronto, t'as pas vu de restaurant entier, tu dis voilà, moi je fais les restaurants entiers. Ouais, c'est ça en fait. Je suis venu à Toronto, il y avait un restaurant. Ouais, voilà, il y avait un restaurant entier à l'époque quand je suis arrivé. Il n'était pas aussi bon que le tien maintenant. Hein? On dira c'est différent. Okay. Voilà. Et il était bien. Et puis ils ont fermé, donc... Si je ne me trompe pas, c'était dans le Kensington Market. Ouais, voilà, le petit colis, oui, il était dans le Kensington Market, ouais. C'était bien, mais il a fermé. Donc, je me suis dit... Et puis, c'est resté quand même quelques années avant que moi j'ouvre, parce que je pense qu'ils ont fermé bien avant Covid. Ils ont fermé vers 2016, 2017. Oui, effectivement, je me souviens. Et nous, on a ouvert en 2021. Donc, il y a quand même un bon 4 ans qui se sont écoulés. Et puis de voir que on n'avait pas notre endroit, ça me tenait vraiment à cœur d'ouvrir un endroit ici à Toronto où ça serait chez nous, quoi. Très bon. Ouais, juste une petite question. Tu savais déjà ce que tu voulais faire en tant qu'entrepreneur ou ça a été fait par étape, ça a été une évolution? Alors, j'ai aucun diplôme dans la cuisine. J'ai jamais cuisiné. Wow. Enfin, je cuisinais pour moi. Je cuisinais pour moi parce que quand même 19 ans, j'ai quitté la famille en Guadeloupe, donc j'ai dû survivre et faire à manger, quoi. Mais tu faisais pas de bokit. Voilà, mais je faisais pas de bokit. Je savais même pas en faire, en vrai. Je savais même pas en faire. Et parce qu'en Guadeloupe, c'est facile, on en trouve partout, c'est facile à acheter. En Martinique, pareil, c'est facile à acheter. On en trouve vraiment aux 4 coins de l'île. Donc on a cette possibilité là-bas où on n'est pas obligé d'apprendre parce qu'il y a des gens qui font et puis on achète. C'est plus facile. Donc ouais, je faisais la cuisine pour moi. Mais en 2021, donc il y a eu le Covid 2020. Et c'est là où vraiment je me suis lancé pendant le Covid. J'ai eu cette idée
où je me suis dit que c'est le moment, en fait. Donc, j'ai commencé de chez moi. Ouais, j'ai commencé de chez moi. Où je me suis inscrit sur les tablettes Uber, DoorDash, toutes les tablettes de livraison et je faisais la nourriture de chez moi. Ouais, et je descendais, je donnais au livreur et puis il livrait. Donc quand j'ai commencé en 2021, donc j'ai essayé, en fait je me suis... T'étais tout seul? J'étais tout seul. Ouais. Tu t'es inscrit tout seul? Ouais. Ou t'avais quelqu'un qui te supportait? Non, je me suis inscrit tout seul. Et comment tu faisais, tu avais des packaging à ton nom déjà? Non, même pas, j'envoyais juste... Tu payais le paquet normal que tout le monde fait? Des petites... Des emballages normaux? Voilà, les emballages normaux, les sacs marrons, en fait... Je crois ils étaient marrons à l'époque, sans lance. Et puis juste j'agrafais et puis je mettais le paquet dedans et puis j'agrafais. Je faisais que les bokits à l'époque. Donc quand je commençais de chez moi, je faisais que les bokits. Et en fait... Non, il y avait les beignets aussi. Il y avait les beignets, ouais. Il y a les beignets. Ouais, il y a les beignets. Les beignets, c'est la base. Je peux témoigner. Ah ouais, ça, les beignets, c'est la base. Donc ouais, je commençais de la maison, je faisais pendant le Covid et puis les gens ils passaient leurs commandes en ligne. J'ai une question. Parce que tu dis les gens passaient leurs commandes, mais donc ça veut dire que tu avais déjà une petite clientèle où ça a commencé par des amis par-ci par-là et puis le bouche à bouche a fait que... Non, il est bouche à oreille. Bouche à bouche. Non, le bouche à oreille. Je pense que, comme il a dit, qu'il a utilisé les outils promotionnels comme DoorDash, comme Uber. C'est eux qui... Donc, tu n'as pas besoin de promotion. Pour la promotion, peut-être que une clientèle qui vient anglophone de Toronto ne va peut-être pas connaître, il va peut-être pas se lancer dedans, c'est peut-être avec le bouche à oreille. Ouais. Donc en gros, en fait, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer, c'est que je me suis inscrit sur les tablettes et puis j'ai créé un compte Instagram pour les bokits à Toronto. Et puis, je commençais à partager. Donc, au début, oui, c'était mes amis, en fait, qui voyaient sur mon Instagram personnel. Ils voyaient que il y avait le restaurant qui essayait d'arriver à un point. Je postais là-bas. J'avais des gens qui commandaient par Uber Eats parce que je restais ouvert tard le soir, vu que, voilà, je restais tard le soir ouvert et j'étais de chez moi. Donc, c'était tout bénef. Et je faisais des commandes. Donc après, en fait, avant d'ouvrir le restaurant, je me suis vraiment concentré sur la recette parce que je ne savais pas faire des bokits. Donc j'ai appelé ma grand-mère en Guadeloupe et puis je lui demandais, elle m'expliquait 2 ou 3 trucs. Donc en fonction de ça, j'ai essayé à multiples reprises. Le truc, c'est que vraiment, c'est pas les mêmes bokits. Quand j'ai commencé à maintenant, c'est... Il y a une évolution. Il y a définitivement une évolution, ça c'est sûr. Et les gens qui nous écoutent, franchement, si vous avez commandé au début avec nous, je suis désolé. Parce que c'est vraiment plus la même chose. Ça n'a rien à voir. Et ouais, j'ai commencé, je fais de la maison, Et en fait, je faisais sur DoorDash et Uber, donc j'avais une petite carte qui expliquait en fait c'était quoi le bokit et puis de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je disais merci aux gens qui ont commandé. Je leur expliquais la culture et d'où ça sort dans la Caraïbe française, donc Guadeloupe, Martinique. J'expliquais vraiment en fait sur la petite carte ce qui se passait et d'où il sortait le produit. Donc j'ai eu pas mal de retours, j'ai eu pas mal d'anglais justement le soir tard qui commandaient et puis qui voyaient la carte, donc ils scannaient et puis ils partaient directement sur la page Instagram et ils voyaient un peu l'interaction, les stories que je postais et tout. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc durant le Covid, qu'on était tous à la maison et puis qu'on cherchait quelque chose à faire, j'ai décidé d'ouvrir un restaurant en fait et voilà. Moi, j'ai remarqué quelque chose dans ton récit jusqu'à présent, c'est que définitivement, tu sembles être un autodidacte, quelqu'un qui apprend en faisant. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été des inspirations pour toi, peut-être que ce soit des gens au pays ou même des gens ici? Est-ce que tu... Des mentors. Oui, est-ce que tu t'es tourné ou encore, est-ce qu'il y a des figures qui t'ont vraiment motivé à te lancer? Parce que ça prend beaucoup d'audace de faire ce que tu as fait, sans avoir de formation particulière en restauration. Puis, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, d'appeler ta grand-mère, de tester les recettes, de les faire à plusieurs reprises. Donc, est-ce qu'il y a eu des
gens dans ton parcours qui t'ont inspiré, des gens qui ont été des modèles pour toi? Il y a pas mal de gens alors il y a 2 personnes vraiment qui sont aussi dans l'entrepreneuriat et qui ont leur business avant moi et qui m'ont vraiment aiguillé en fait sur certains des comment s'y prendre quoi. Donc j'ai ma meilleure amie en Guadeloupe qui a un magasin d'enfants, vêtements pour enfants. Et qui m'a grave soutenu et grave poussé à ouvrir le restaurant. Et j'ai aussi mon ami ici à Toronto, Joe. C'est lui qui est le responsable qui a le restaurant au Frenchy. Il fait des crêpes françaises sur Peter Street. Lui aussi, pareil, vraiment grave dans pousser en fait à faire mieux en fait et t'es chanceux. Ouais, vraiment. Tu étais bien entouré. Et j'étais bien entouré avec les 2 là qui ont leur business depuis, parce que Joe il a son restaurant au Frenchy depuis peut-être 1 an avant que moi j'ouvre Bokito. Et puis mon amie au Bled, elle a son magasin de prêt-à-porter depuis peut-être 8 ans, 9 ans. Donc l'entrepreneuriat, franchement, les 2 là, ils ont vraiment le mental pour l'entrepreneuriat et vraiment ils m'ont bien poussé pour justement ouvrir aujourd'hui. Merci, aujourd'hui le restaurant. Parce que tout le monde mange bien. Définitivement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te disait, ouais, c'est ça va prendre? Ouais, ce qui me disait, ouais, c'est ça va prendre, c'est le fait que, mais comme j'ai dit avant, qu'on n'a pas notre endroit, nous, les Antillais, ici à Toronto, et qu'on est quand même là. Il y a une communauté, on est là, et je me suis dit que ça va prendre, en fait. Les gens, ils vont aimer. Et puis, c'est différent, en fait, de ce que les gens, ils expect, tu sais, de Caraïbes. Pour eux, la Caraïbe, c'est jerk chicken, et puis ça s'arrête là, en fait. Mais il n'y a pas que la Jamaïque, en fait, dans les îles, en fait, de la Caraïbe. Je voulais vraiment, en fait, qu'on soit démarqué, qu'on soit aussi vu, en fait, qu'on est là aussi, tu vois. Donc, il y a d'autres îles, autres que la Jamaïque, ici, à Toronto. Bien sûr. Quand tu as commencé à parler de ton parcours, tu as mentionné justement que tu ne maîtrisais pas nécessairement tout. Donc, je peux imaginer qu'il y a des situations qui se sont produites où peut-être il y a des gens qui étaient mécontents. Il y a peut-être eu des situations aussi avec des fournisseurs quand on se lance dans l'aventure et qu'on n'a pas nécessairement un plan parfait. Donc, dis-moi, pourrais-tu nous partager un exemple d'une situation qui se soit produite, puis tu as dû gérer ça, et trouver... Peux-tu nous partager quelque chose? Ah oui, déjà en commençant, encore une fois, désolé, les gens qui ont reçu au début quand je venais d'ouvrir, désolé. Est-ce que tu as eu des plaintes? J'accepte tes excuses. Est-ce que tu as eu des complaintes? C'est pour ça que je le regarde depuis tout à l'heure, parce que je sais. Olivier, désolé, Mr. Rick, désolé. Vraiment, j'ai eu des situations compliquées où ça n'allait pas comme je voulais, en fait, dans le sens où l'apprentissage, c'était pas facile. Je vais donner un exemple, mais après ça, c'était un peu plus après, en fait, quand j'ai eu vraiment la structure, le restaurant lui-même. C'était pas facile de récupérer un restaurant, parce qu'après, j'ai fait de chez moi et tout, mais à un certain moment, j'ai dû prendre un établissement, en fait, et j'ai fait des recherches. Pas à n'importe quel endroit, hein. Au plein centre. Downtown de Toronto, quoi. J'ai pris un établissement là-bas où... donc là, j'avais mon associé, en fait. Donc après, down the road, il y a un de mes meilleurs potes ici à Toronto qui, justement, c'est Nick. Il m'a dit, viens, t'inquiète, je vais t'aider, bro. On va figure out, tu vois, et puis on peut ouvrir le resto et puis voir si ça marche, comment ça marche. Et puis, il est venu, on a cherché, on a trouvé un local.
local qui était vraiment pas ce qu'il était aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de nettoyage, beaucoup de travaux, beaucoup d'achats, de licences, parce qu'à Toronto, il y a énormément de licences. C'est ça que l'on voulait pour te poser comme question. Est-ce que vous avez des problèmes avec les parts de port, je sais pas. Exactement, beaucoup. C'est des loyers de ouf. Et des loyers de fou. Des loyers de malade. Parce qu'on a pu négocier, mais ce qui est quand même cher, parce que c'est plus de $10,000 par mois, le loyer, là où on est. Et on a pu avoir le local bien nettoyé, bien rénové, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'était vraiment un challenge où j'arrivais super tôt le matin, je partais le lendemain matin super tôt. Ça a payé. Je me reposais 2-3 heures et puis je retournais au restaurant pour continuer à nettoyer, continuer à placer les trucs, les tables, les chaises, les bouffes, le comptoir, les friteuses, tout, faire les réparations des équipements qui fonctionnaient pas en fait. Et ça c'était un des plus gros challenges. Et puis un autre challenge, je dirais, c'est souvent en tant qu'entrepreneur, on se donne pas beaucoup de mérite pour ce qu'on fait en fait. Et quand je regarde en fait le parcours, on doit se donner du mérite en fait. Ouais, on doit se donner du mérite parce que c'est pas facile. On tient. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de moments chauds. De moments chauds, sueur, de crainte, de peur. Mais au final, faut pas se décourager. Parce que c'est comme ça. Ouais, exactement. Par curiosité, j'aimerais savoir, as-tu eu recours justement aux divers programmes, parce que au début de l'émission, je le mentionnais, il y a divers programmes de mentorat, d'accompagnement pour les entrepreneurs, ou est-ce que ça a été vraiment un apprentissage à la dure par toi-même avec des gens autour de toi pour te conseiller, mais que tu n'aies pas du tout eu recours aux divers programmes qui existent et qui sont offerts aussi par nos gouvernements? Alors, exactement, c'était ça, la dernière option. C'était vraiment, j'ai essayé de demander des aides pour justement faire que le restaurant il soit mieux que ce qu'il est. Mais il y a un des organismes que tu as cité au début. J'ai essayé de partir vers eux et puis essayer de voir s'ils pouvaient m'aider. C'était un grand non. Oh oui. Ouais. Oh. Donc j'ai eu aucune aide de personne. C'était vraiment toutes mes économies que j'avais gardées à côté. Vous voyez, le restaurant aujourd'hui, c'est vraiment monté sur tout ce que j'ai pu économiser. Et j'ai ouvert comme ça et puis j'ai continué comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui en fait. Donc j'ai eu aucune aide. Tu es allé en do or die. Ouais, j'y vais, je fonce. Soit ça passe, soit je meurs. Ouais, c'était j'y vais, je fonce et on verra la suite après. Et grâce à Dieu, parce que on demandait aussi, tu demandais qui était là, ben Dieu aussi était là, clairement, et beaucoup d'aide, beaucoup de prières, beaucoup d'aide. Donc aujourd'hui, non, j'ai eu aucune aide du gouvernement, c'était vraiment moi et mes économies et puis Dieu. J'imagine que ça a dû apporter beaucoup de stress et surtout une sorte de pression de devoir réussir. Ouais, franchement, beaucoup de stress la nuit où on se réveille, on se ressort. Ok, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est bon? Faudrait peut-être que j'écrive cette idée-là parce que sur Instagram, toutes les vidéos qui sont faites par le compte Rico Boquito, c'est vraiment des vidéos que j'ai fait tout seul. Donc c'est partout en fait, il faut avoir la tête partout, il faut faire les vidéos. C'est toi qui fais le concept, c'est toi qui tout. Marketing, financement, Seigneur. Marketing, financement, donc en fait c'est vraiment tout seul quoi. Okay. Génial. Écoute, merci, on a bien hâte d'entendre la suite de la chose, mais là on va passer à une pause musicale. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui?
Des sons d'ambiance encore, on va s'ambiancer, d'écouter de la bonne musique, d'un peu partout, francophone, et en espérant que ça vous fasse bouger. J'ai fait Bekoto Jackie Chan. Ça qu'a fait côté de Hong Kong. Démarrer plutôt et puis rentrer dans les rangs. Hey! Clac, 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 clac. La caisse 3 tout de mou. Tu t'es fait tuer. 6h15 ou de mou. Et où? Clap, 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 clap. Y'a des coups de dos quand je reste. Clap, 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 clap. Oh, celle-là, puis pas bien les vis. Clap, 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 clap. Y'a des coups de dos quand je reste. Clap, 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 clap. Oh, celle-là, puis pas bien les vis. Qu'elle a tout des bang bang. La décobe King Kong. J'ai fait Bekoto Jackie Chan. Ça qu'a fait côté de Hong Kong. Démarrer toujours et puis rentrer dans les rangs. Abusez fort, abusez. Avidez mes couillons. Ma capale, bateau de méthode forme. A nous profiter, ne pas là pour longtemps. Mettez quoi en mode 6 et 1K. Blitz en cas passé, plus 10 en clipa. 60 au teaser, teaser et demi mandé ou pomme fesque toujours météo à baba. Mettez quoi en mode 6 et 1K. Blitz en cas passé, plus 10 en clipa. 60 au teaser, teaser et demi mandé ou pomme fesque toujours météo à baba. Ok, goulot, go business, chaque 6h du matin, moi c'est un stress. Moi t'es chrétien qu'on est gresse ou bien un mille à stress. Ou moi pas avec ça, ou moi pas stress. Femme quand moi tête sans café ex. Si mes check en femme et puis mène l'hôtel, tu commences ça. Et c'est le moment qui me pas qu'à stress. C'est les équipes là qu'à flex, donc fuck ou. Ou pas qu'à ton man, ou pas qu'à ton man. Eh ben oui. Bambi, Bambi, Bambi. M'en laisse ça pour moi. Bambi, Bambi, Bambi. Maman Kaila ka prenne con Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Les Bambi ka fait bander chaud les bandits. Bandit, bandit, bandit. Les bandits ka voyé type sac money. Money, money, money. Money ka fait bander fesse c'est mami. Mami, mami, mami. Yep. String ficelle et puis Brésil. Yep. Welcome to soirée West Indies. Yep. Sex appel pour lever missile. Yep. Vous pouvez pas démarrer ça en civil. Back it up. C'est son créneau. Mauvais temps. Dis météo. Wine up. Bali en péno. Montez bête là en I ou en vélo. Maman Kaila ka prenne con Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Les Bambi ka fait bander chaud les bandits. Bandit, bandit, bandit. Les bandits ka voyé type sac money. Money, money, money. Money ka fait bander fesse c'est mami. Mami, mami, mami. T'aimes la basse, t'aimes le fric, t'aimes le look, c'est fesses, toi tu kiffes ton cul. Chata si, chata ça, chata fort. Donc merci, tu vois ça qui est beau. Qui a raison, qui a tort. Elle bouge sur lui, pas sur toi et à l'eau. Tout sa femme, qu'elle a où on l'écho. Je cherche situation bako. La même langue, vous attendez, enchanté. Musique, mais à faut danser. Wine, back it up, qu'elle a qu'à l'écho. Ou fait ci, ou fait ça, la J.Co. La même langue, vous attendez, enchanté. Musique, mais à faut danser. Wine, back it up, qu'elle a qu'à l'écho. Ou fait ci, ou fait ça, la J.Co. T'aimes la basse, t'aimes le fric, t'aimes le look, c'est fesses, toi tu kiffes ton cul. Chata si, chata ça, chata fort. Donc merci, tu vois ça qui est beau. T'aimes la basse, t'aimes le fric, t'aimes le look, c'est fesses, toi tu kiffes ton cul. Chata si, chata ça, chata fort. Donc merci, tu vois ça qui est beau. Mon sans musique, mon pas qu'à move. Ça va rester fake et nocif, donc nous paie pas. Nous qu'à voyer tune, derrière tune pour faire la boum. Ambiance top chata qui cabaya dans un room. Pété en rivière du Mar, qui va me ramener chez moi. J'ai plus où sont mes clés, je vais la boucler parce que je suis saoulé. Maya l'abeille, elle vient avec ses copines chercher le miel. Attention, il y a la guerre. À la 1, à la 2, à la 3, on ne bouge plus. Bouge pas sinon moi je te pique. Moi je te pique. Bouge pas sinon moi je te pique. Je te pique. Hélico presto tac-tac, tac-tac, tac-tac. Hélico presto tac-tac, tac-tac, tac-tac.
Je suis pour. Touché par le vin. Nain, si tu bouges, c'est sûr tu reviens demain. C'est d'abord, quand on fait l'effort. Vous connaissez qu'il le bouc fort comme il est à bord. Pas de gaz, c'est là. Où ça connaît mon c'est là. Mais ça touche à où, ça va dire moi c'est là. Il fait pas guili, moi mi pique samda. Pas chape les mailles ou les pics. Trop tard. Maya l'abeille. Elle vient avec ses copines chercher le miel. Attention, il y a la guerre. À la 1, à la 2, à la 3, on ne bouge plus. Alors, on est de retour avec Rico Boquito, notre invité du jour, qui nous parle de son parcours entrepreneurial. Alors, pour rappel, Rico est propriétaire du resto Rico Boquito qui se situe au centre-ville de Toronto et qui nous fait explorer les saveurs antillaises. Alors, en première partie d'émission, tu nous as parlé de ton parcours et là maintenant, j'aimerais qu'on puisse plonger un peu plus sur les obstacles, les défis et qu'est-ce qui aussi t'a permis de garder ta motivation. Alors, donc, pour commencer, est-ce qu'il y a une série de défis particuliers qui se sont présentés lorsque tu es passé de ton domicile où tu offrais la nourriture et que les gens venaient, en fait les gens commandaient et utilisaient les services DoorDash, Uber. Alors, est-ce qu'il y a eu des défis particuliers à l'ouverture du restaurant? Donc, tu as parlé de l'endroit qui n'était vraiment pas ce qu'il était là aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui étaient liées à l'ouverture du restaurant, sachant que c'était un restaurant qui ouvrait au centre-ville? Oui, j'ai eu des gros défis, puisque comme je disais la première partie, je cuisinais pas spécialement, j'ai jamais étudié pour cuisiner, en fait, spécialement à grande échelle pour un restaurant. Et ça a été l'un de mes plus gros défis, parce que l'organisation, c'était pas comme moi je l'imaginais, en fait. Moi, j'imaginais que ça serait une organisation plus chill, plus tranquille. Mais c'était... ça n'avait rien. Ça relax. Relax, quoi. Comme aux Antilles. Comme aux Antilles. Les gens viennent, ils font la queue, ils commandent. C'est 10-15 minutes. Ça attend tranquille. Non, c'était différent. Hein. C'était 5 minutes. Les gens, ça commence à s'impatienter. Ouais, c'est où? On a faim, nanana. Donc, ça a été un super gros défi, quand même, du coup, de m'adapter avec le fast life, comme ici, là. Ouais. Parce que la nourriture, en fait, ce que je fais, c'est vraiment pas... Ça n'a rien à voir, c'est pas fast food, hein, c'est vraiment la nourriture où c'est frais, c'est fait base, en fait, et c'est fait à la commande. Donc, c'est vraiment frais. C'est pas un burger. Frais, en fait. C'est pas un burger. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça peut ressembler à un sandwich, mais c'est pas un sandwich. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment frais. C'est un pain que je dois faire frire, en fait. C'est une pâte que je dois faire frire. Et quand elle atteint une certaine grosseur, j'arrête de la faire frire, comme ça elle grossit pas plus. Mm-hmm. Et puis on peut justement remplir dedans poulet, morue, bœuf, tout ce que vous voulez. Mais il y a un certain timing, en fait, et c'est vraiment les gens, c'est pour ça que après, comme on disait, des défis, ouais, j'en ai eu, mais il fallait bien expliquer aux gens quand ils viennent commander que c'est pas McDo, ça va prendre du temps, parce que c'est de la qualité, en fait. C'est pas on vous donne à manger n'importe quoi, non, c'est de la qualité. Et puis je suis déjà aussi très perfectionniste en plus, donc ça n'a pas aidé. Donc ça a allongé le temps. Voilà, ça a allongé le temps, en fait. Donc c'est ça, en fait. Donc ça, c'était un des plus gros défis. Et puis aussi ouvrir au centre-ville de Toronto et faire découvrir à une population qui connaît pas du tout les Antilles françaises. Ça aussi, c'était un très très gros défi, en fait, parce que les gens ils ont aucune idée d'où est la Guadeloupe, la Martinique. Ils savent pas c'est où. Hein. Ils disent Guadeloupe, ils disent Waterloo. Non, pas Waterloo, c'est Guadeloupe. Donc c'est vraiment un gros truc de montrer aux gens, en fait, leur faire découvrir et puis leur montrer, parce que j'ai une carte dans le restaurant avec les îles de la Caraïbe, leur montrer exactement d'où ça sort, quelle île, et voilà. Ouais.
Donc, on entend beaucoup la responsabilité d'éducation. Ouais, beaucoup. Ouais, parce que les gens, ils savent pas. Montréal, oui, plus, c'est sûr, parce que c'est français. Mais ici, la culture torontonienne, non, pas trop. Et puis même les Français de France, il y en a qui viennent parfois. Bon, ils connaissent vite fait où est la Guadeloupe, mais pas plus, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment apprendre aux gens constamment, quoi. Mais pour toi, parmi tous ces grands défis que tu as eu, difficultés, quel a été ton plus grand accomplissement? Genre, ok, tu dis, j'ai fait ça, un mérite, je suis content. C'est comme tu dis, il faut se féliciter. Comme dans la première partie, tu expliquais que en tant qu'entrepreneur, souvent, on pense à la légère, qu'il faut se féliciter, tout et tout. Mais quand tu cherches quelle est l'accomplissement que tu as fait, et puis tu dis, un petit défi. Le plus grand, je dirais, le plus grand, c'est vraiment avoir les clients anglais qui ne connaissaient pas, qui sont revenus en fait et qui ont continué à acheter, qui sont aujourd'hui des clients fidèles. Ouais. J'ai un exemple tout simple, ça c'est encore une autre anecdote, une autre histoire. J'ai ce couple de Boston, ils sont venus en vacances ici à Toronto, donc Boston aux États-Unis, ils sont venus ici en vacances et ils sont venus manger à mon restaurant en novembre il y a 2 ans, quand je venais d'ouvrir. J'ai ouvert en juin, ils sont venus en novembre de cette année-là. Ils ont mangé, ils ont kiffé, ils ont adoré la nourriture et puis ils sont partis et ils sont revenus en février de l'année suivante. Ils sont revenus me voir et m'ont dit « Ah, on est de retour en vacances ici à Toronto et tout. On est revenu parce que la nourriture est trop bonne ici. » Et vous savez quoi? On est parti en Guadeloupe. J'ai dit « Quoi ?» Comme il disait, il faut éduquer les consuls. Exactement. J'étais choqué. Et ils m'ont dit « Oui, on est parti à Sainte-Anne, au Gosier. » Ils ont commencé à m'énumérer des villes en Guadeloupe. Et ils m'ont dit « Les gens, ils sont trop gentils. » Et puis, même si on ne parlait pas français, mais ils essayaient de parler anglais. Et puis, en fait, en mangeant justement au restaurant, ils ont découvert la Guadeloupe. Et ils sont partis en vacances là-bas. Quand ils sont retournés à Boston, ils sont partis en vacances pour Noël en plus. Passer les fêtes de Noël là-bas. La meilleure période. Ouais. Mais il faut que tu mettes le drapeau de Guada dans ton restaurant. Je sais pas, peut-être tu l'as déjà. Je l'ai à la maison, mais oui. En fait, ou la carte. En fait, le truc c'est que c'est pour moi, oui, je peux mettre le drapeau de la Guadeloupe, mais je considère que c'est un restaurant entier aussi. Ouais, t'as raison. Et il faudrait que je mette tous les drapeaux. Ouais. Ça c'est vrai. Pour que tout le monde se sente chez soi. Parce que c'est quand même, c'est quand même l'idée que je veux. Donc j'étais pas loin. Ouais, t'étais pas trop loin. Hobbs. Je reviens sur les périodes difficiles. Et qu'est-ce qui t'a permis de garder cette motivation justement quand tu étais face à des obstacles? Je dirais Dieu en premier. Et puis mes clients qui revenaient en fait, les clients qui reviennent en fait, ça motive énormément. Je dirais aussi DJ Mistering. Toujours présent. Un gros mangeur. Toujours présent. Toujours présent à soutenir, toujours à m'envoyer des messages. Il est toujours là pour le support. Non, franchement, on va pas mentir. Fidèle. Qu'on se le dise vraiment, et toujours à m'envoyer des messages, à checker, ça va, alors, comment ça va le mental et tout. Et quelques autres personnes aussi. Le soutien de la communauté a été important. Certaines personnes de la communauté, on dit, non. Non, mais je veux dire, c'était certaines personnes, base, je dirais une poignée. Il n'y a pas beaucoup de mystery. Il y en a pas beaucoup. Mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup. Il a été bien entouré, il a raconté son histoire. Dieu t'a donné les bonnes personnes. Exactement, franchement, il a mis les bonnes personnes sur ma route. Exactement. Pour frapper, mon frère. T'as tout compris. J'ai une question en rapport à ça. Donc tu as commencé tout seul, et est-ce qu'après tu as pu t'entourer de personnel Alors j'ai mon meilleur pote en fait, comme je disais, Nick, ici il est de la Guyane anglaise,
Et d'ailleurs, sur le menu aussi, on a rajouté des produits de chez lui. Parce que franchement, niveau pour épauler, il était là aussi grave aidé à pouvoir réouvrir. En fait, parce que quand j'ai fait de chez moi, après j'ai fermé pendant un moment. Et après j'ai réouvert, mais j'ai réouvert parce qu'il a grave poussé à ouais, t'inquiète, je vais t'aider, bro. T'en fais pas, blablabla. Donc lui aussi il était là, il a grave participé à ça. Après j'ai eu des volontaires, en fait, des gens qui justement sont ici au Canada et qui voulaient juste une expérience de travail. Ma première employée, c'était c'est une Guadeloupéenne, Guadeloupe-Guyane. Elle venait d'arriver ici à Toronto, elle n'avait pas de travail, elle savait pas quoi faire, donc elle est venue au restaurant. Et puis elle m'a demandé, je lui ai dit ok. Donc elle a commencé quelques jours après. Et c'était sa première expérience ici, elle avait rien du tout. Et aujourd'hui, quand je la vois, parce qu'on se revoit de temps en temps, elle vient me voir et tout. Elle a grave évolué, je suis trop fier d'elle. Franchement, je suis grave fier d'elle. Elle a fait, c'est Naïdi, franchement, elle a fait un bon parcours. Et elle est arrivée sans rien ici. Et aujourd'hui, elle a son appart, elle a son travail, et, elle fonctionne correctement. En fait. Grâce à toi. Ouais, grâce à elle, parce qu'elle s'est beaucoup donné. Mais j'ai juste aidé un petit peu. Mais c'est un tout petit peu. Ça t'a aidé. Ça t'a aidé. Et j'avoue que pas mal d'Antillais passent au restaurant, et puis j'essaie de les rajouter, parce qu'on a un groupe où j'essaie de les rajouter sur le groupe, ils essaient de discuter. Et puis justement aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi j'étais en retard aujourd'hui, d'ailleurs, désolé. J'ai une de mes clientes qui, justement, pareil, venait d'arriver. Elle est venue au restaurant après une semaine, je crois qu'elle est arrivée à Toronto. Et puis je lui ai parlé du groupe. Et elle s'est introduite là-bas. Et puis elle a pu trouver un travail dans sa voie. Et tout le temps, elle me dit, ouais, quand je raconte à mes amis que je suis juste parti manger un bokit et qu'on m'a aidé à trouver un travail, ils sont choqués. Mais est-ce que ton restaurant ne serait pas maintenant une plaque tournante, justement, pour les arrivants qui viennent des Antilles et tout, et genre, on leur dit, ouais, voilà, va voir Rico, il peut t'aider ou ceci ou cela, ou même si tu as besoin de manger un bon truc qui te rappelle le pays après une certaine période. J'avoue que c'est actuellement une plaque tournante. Il y a pas mal d'Antillais nouveaux arrivants en Guadeloupe, Martinique qui viennent justement au restaurant. Et de ce fait, après, on reste en contact et puis on essaie de les intégrer comme on peut, en fait, sur le groupe, avec que ce soit travail, que ce soit mental. Parce que c'est pas facile, l'hiver ici, et puis surtout qu'on vient directement des Antilles. C'est ça. Où c'est le soleil toute l'année. Là, t'arrives ici et puis il y a 30 cm de neige. Et puis coupé de la famille. Ouais, coupé de la famille, il fait froid, il fait nuit tôt. C'est pas facile. Et puis être là, vraiment, ça aide énormément la communauté. Ouais. On zouk moins. On zouk beaucoup moins. Il faudrait qu'on fasse des soirées zouk. On commence à faire des soirées zouk. J'ai envie de te poser la question suivante. Vas-y. Comment tu définis le succès? Parce que tu mentionnes tout ce que tu viens de mentionner. Une chose est certaine, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il y a même les statistiques qui le démontrent. Il y a beaucoup de gens qui partent en affaires, mais au bout d'un certain temps, l'entreprise, l'idée qu'ils avaient au départ ne fonctionne pas. Pour toi, ça fait déjà combien? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, voilà, que tu as ton restaurant. Alors, tu définis le succès comment? Tu le mesures comment? Le succès, mesurer, définir, je dirais, c'est... moi, à chaque fois que quelqu'un quitte mon restaurant avec un sourire, pour moi, c'est le meilleur des succès pour moi, en fait. C'est de savoir que quelqu'un est venu, qu'ils ont goûté la nourriture, qu'ils ont aimé et qu'ils sont contents, en fait. Et qu'ils reviennent. Et qu'ils reviennent, ouais. Parce que quand on regarde sur Google, quand même, on est à 4.9. Ouais, c'est une super bonne note pour Google. On a énormément de gens qui viennent et qui nous laissent tout le temps des 5 étoiles parce qu'ils aiment énormément la nourriture. Et comme je disais, c'est pas un fast-food, c'est une nourriture qui est faite avec beaucoup d'amour, en fait. Ouais, je prends mon temps vraiment pour faire la nourriture, pour expliquer aux gens, parce que quand ils viennent, c'est pour ça que j'ai mis aucun descriptif. J'ai mis aucun descriptif sur le mur ou expliquer et tout, parce que j'aime bien avoir ce contact justement avec les gens et leur expliquer d'où la nourriture elle sort, comment la nourriture elle est faite. Donc c'est ça, en fait. Pour moi, le succès, c'est ça, en fait. C'est d'avoir, en fait, tous ces gens qui reviennent à chaque fois et qui sont contents, en fait,
Et ça n'a pas de prix. Ça te prend combien de temps pour faire un bokit? Alors un bokit, parce que tu dis tu fais ça avec amour, beaucoup d'amour. Donc la pâte, en fait, on fait la pâte tous les jours. Ça nous prend 20-30 minutes à faire juste la pâte. Après, il faut laisser la pâte reposer au moins 1 heure. Ouais. Donc si j'appelle, je dis je suis bien au restaurant Rico. Ouais. Est-ce que je peux avoir un bokit? Il est 14h. À quelle heure je peux espérer aller prendre ton bokit? Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui à 14h05. Donc ça c'est préparé à l'avance. Tu l'as préparé à l'avance. Je fais la pâte avant d'ouvrir. Je vais au restaurant au moins 2 heures avant l'ouverture, où je peux commencer à faire la pâte, à laisser reposer. Et puis après, quand tu commandes, donc après, c'est au grammage en fait. Donc je vais peser la pâte. Et puis la commande que tu fais, donc un bokit, je vais peser, je vais voir, je vais couper, je vais rouler le bokit. Donc ça, en fait, la pâte elle est déjà faite, comme je t'ai dit le même jour. Et puis je vais juste le rouler, et puis ça me prend en fait 3 minutes à rouler. Ouais. Et puis remplir peut-être 2 minutes, et puis voilà, t'as ton bokit. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était vraiment au moment de la commande, c'est là où je commence à faire la pâte et c'était n'importe quoi. Bon, mais c'est ça. Tu reconnais que tu as évolué. Former les gens à faire également, à savoir comment préparer la pâte. J'ai eu les volontaires que j'ai eu qui sont venus pour justement avoir leur première expérience canadienne ici au restaurant. J'ai dû les former. La formation, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Et puis non. Mais personne ne sait faire la pâte en vrai. Il n'y a que Nick, mon pote là, qui sait faire la pâte et puis moi. Mais sinon, les employés. Mais au moins, ils peuvent faire le reste. Ils savent faire le reste, c'est-à-dire rouler le bokit et puis savoir à quel moment enlever le bokit de l'huile. Mais pas la pâte. La pâte, c'est du savoir-faire. Ouais, c'est du savoir-faire. C'est compliqué. Secret. Non, même pas. Je veux bien discuter de la pâte et puis dire, mais c'est compliqué. Moi, j'ai une toute petite question par rapport à ça. C'est moi. Alors là, tu parlais en termes d'organisation, que tu as changé ton organisation par rapport à ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant. Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, je peux plus fonctionner comme ça. Mes procédures ne sont plus bonnes. Il faut que je fasse autre chose. Ça a été quoi est-ce qu'il y a eu un événement bien précis ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure? Il y a toujours les bonnes questions. Questions difficiles, quoi. Alors en fait, je pense que c'était vraiment au début quand je venais d'ouvrir que je voyais que les gens ils venaient et qu'ils attendaient et qu'ils partaient parfois parce que c'était trop long. Ça me faisait très très mal de voir les gens venir et qui veulent manger et qui partent parce que c'est trop long. Donc j'ai dû en fait changer ma façon de faire et c'est de là vraiment que je me suis dit il faut que je trouve une solution parce que c'est pas possible, je peux pas les gens ils sont contents de venir goûter quelque chose de nouveau et puis qu'ils attendent 30-40 minutes. C'est compliqué quoi. Donc j'ai dû changer en fait ma façon d'opérer. Ça reste toujours aussi frais puisque la pâte elle est faite le même jour et puis c'est juste que je vais beaucoup plus vite dans la façon de faire les choses en fait. Ouais. Expérience, ouais, beaucoup d'expérience. Et puis ouais d'ailleurs parlant de restaurants et parlant de nouveaux projets il y aura un nouveau restaurant bientôt. Oh, on a des exclus. L'exclusivité. Il y aura un nouveau restaurant, mais pas au Canada. Oh. Ah oui, on part à l'international. On peut nous dire le pays Aïe. Est-ce que ce sera une franchise de Rico Bokito ou ça sera un autre projet? Un autre projet. D'accord. Ça sera un autre projet que je vais faire. Garde ça secret pour l'instant. Pour le moment. Okay. Ouais, on attend. Ça viendra bientôt. Oui. Stay tuned. On te réinvitera à nouveau pour que tu puisses nous en parler. Oui. Mais j'ai une question. Moi, je suis curieuse de savoir, dans ton domaine, est-ce que tu intègres la technologie? De quelle façon tu l'intègres? Parce que, bon, tu es dans le secteur de la restauration, mais aujourd'hui, à l'ère de la technologie, avec les différents outils qui sont à notre disposition, je
je présume que c'est également des choses que tu dois intégrer dans ton modèle d'affaires. Exactement. Il faut tout le temps, même juste pour le marketing, hein, par exemple, il faut que je sois toujours connecté sur Instagram et voir les nouvelles trends. Donc, et essayer de faire pareil ou changer un peu la trend et faire quelque chose de différent, en fait, où les gens se disent « Ah, c'est marrant ça » ou « C'est mignon » ou « Waouh ». Donc, il faut toujours rester connecté et puis vraiment s'adapter exactement à la technologie, où c'est le fait que faut que je sois toujours collé à mon téléphone parce que les gens ils m'envoient des messages et c'est difficile qu'on manque certains messages parce que certaines personnes elles attendent une réponse et c'est pas facile en fait, donc j'essaie vraiment de répondre le plus rapidement possible et en général j'arrive à répondre à tout le monde le plus rapidement possible, donc vraiment s'adapter c'est quelque chose. Quels sont les genres de questions? Que 2 ans plus tard c'est encore toi qui t'occupes de ça. C'est encore moi qui m'occupe de tout ça parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis perfectionniste et j'aime bien. J'aime bien répondre aux gens. Ouais, voilà, j'aime bien que les gens ils aient cette petite touche en fait parce que c'est pas tout le monde qui a cet esprit en fait où ils vont pouvoir répondre aux gens de la façon dont je réponds aux gens, qui est plutôt une façon tranquille et puis faire les gens se sentir bien quoi. Donc j'ai pas envie que ça soit trop industrialisé dans le sens où c'est vraiment des auto-reply ou chat GPT. Non, j'ai vraiment envie que ce que je dis soit là. Et puis voilà. Tu veux interagir avec tes clients directement, au lieu d'avoir un community manager ou comme tu dis un chat GPT qui va répondre. C'est vraiment toi. Exactement. Par exemple, hier, on a fait un événement dans une école à Ajax. C'est la deuxième année où on l'a fait. Chaque année, ils nous invitent pour faire découvrir aux étudiants la cuisine créole dans la Caraïbe. Donc, j'ai un petit diapo où je présente en fait les îles, Guadeloupe, Martinique, etc. Où justement la nourriture, elle sort parce que c'est de l'époque de l'esclavage. Ça sort vraiment d'Afrique. Et justement, c'est quelque chose qu'on a gardé dans nos traditions et qu'on a changé. Et aujourd'hui, c'est un plat culturel de chez nous, en fait. Donc, expliquer aux enfants tout ça, d'où ça sort, comment c'est arrivé jusque-là, parce que c'est pas arrivé juste par hasard. Et puis l'histoire, en fait, l'histoire. Et puis, il y a quand même 200 étudiants. Et c'est 200 bouquetières, donc vous imaginez que je suis fatigué de rouler. Rouleur. En tout cas, merci Rico. On va passer à une autre pause musicale avec Hobbs. Ouais, donc là, encore une fois, une petite ambiance des Caraïbes. Je pense que je vais vous mixer tout ça là et que vous allez apprécier. Un peu de zouk. J'ai déposé. Ciao mon bien-aimé. J'ai déposé. Ciao mon bien-aimé. J'ai déposé la clé. Ciao mon bien-aimé. J'ai bouclé mes valises. Fais de moi ton futur, je peine, je le jure, à m'éloigner de toi plus dans ces impurs, te coupaner d'injures, je changerai d'allure pour rester avec toi. Ne pas guimer, Nike, mais montrer mes bijoux.
casting de Lascar et tous mes tatous. Pour toi de passer pour un sentimental, plutôt que d'avoir mal. Je sais que je peux tout changer en vivant à tes côtés. J'ai beau à aimer, sans tarder, je me transformerai en celui dont tu as rêvé. J'ai beau à aimer, inhabituel, et l'aisance avec laquelle tu prends de la place dans ma tête. Tu me rends fou, je suis fou de toi. Je ne pense qu'à nous, je ne pense qu'à ça. Mon tout, tu es tout pour moi. Je t'aime, car avec toi, avec toi, avec toi, je me sens réel. Avec toi, avec toi, avec toi, je me sens éternel. Hey, avec toi c'est naturel. Avec toi est essentiel. Pourtant l'amitié n'a pas de prix. Ils promettent qu'ils seront toujours là. Quand tu galères, tu ne les vois pas. Alors Rico, pour clore cette belle discussion que nous avons eue avec toi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'en 2025, avec tout ce qui se passe, parce que tu nous as parlé de ton parcours, être entrepreneur, c'est pas facile, faut avoir du cœur au ventre, comme on dit. En 2025, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans cette aventure? Je pense que ça vaut le coup parce que c'est vraiment quelque chose, c'est wow en fait, et ça vaut le coup en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça nous rend plus forts, ça nous rend plus indépendants, ça nous apprend énormément de choses et sur soi ou sur les autres. Donc il y a énormément de trucs que l'entrepreneuriat nous apprend et je pense que on devrait être on devrait vraiment se lancer dans des projets comme ça et être plus courageux et sauter le pas en fait, parce que ça vaut énormément le coup. Quelle que soit la personne qui nous écoute aujourd'hui et qui m'entend, ça vaut le coup en fait. Faut pas être défaitiste ou partir avec des mauvaises idées. Ça va marcher et même si ça fonctionne pas de cette façon-là, ça va fonctionner d'une autre façon parce que c'est toujours de l'expérience que vous acquérez, que vous allez acquérir. Donc, on est là. Donc c'est les 200 bouquets de hier. Mais ouais, c'est important en fait de se lancer et puis faut pas partir sur du négatif. Ça va réussir en fait. En tout cas, merci pour ce partage d'expérience. Merci pour ta générosité. Moi, je retiens beaucoup de pépites dans ce que tu as mentionné. Définitivement, l'importance du réseau. Il faut se faire confiance. Même quand on n'a pas toutes les réponses, on a une idée, il faut oser, il faut se lancer. Et de savoir également qu'il va y avoir des moments difficiles, mais finalement, il y a toujours des solutions. Donc, je pense que ton parcours nous montre que l'entrepreneuriat, c'est pas une voie parfaite, elle n'est pas linéaire, mais qu'il faut persévérer et tenir jusqu'à la fin quand on croit dans ses idées. Donc, merci énormément et j'espère que ça vous a inspiré également, auditeurs et auditrices. Alors, les acolytes, merci. Hobbs, Med, Mr. Ring. Je souhaite bon dimanche aux auditeurs et aux auditrices. Et rendez-vous au restaurant
Bookit chez Rico. Oui, justement, Rico. Les gens qui sont. Rico sur Adelaide Street, c'est ça? Exactement. Les gens qui veulent te suivre. Alors, tu as ta page Instagram. Voilà, c'est Rico Bokito sur Instagram. Et puis, on est situé au 254 Adelaide Street West. C'est à Toronto, au centre-ville. Donc, vous pouvez nous joindre là. Sinon, aussi Facebook, pareil. Rico Bokito. Uber Eats, DoorDash, Skip the Dishes, Ritual. Partout, on est là. Parfait, excellent. Et du coup, l'émission, vous pouvez la réécouter sur chocfm.ca. Vous pouvez nous retrouver, Choc Culture, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify et YouTube à Choc Culture. Je vais appeler CHQCULTR. Et je vous dis, bien entendu, au revoir et à dimanche, 11h. Bon dimanche. Salut. Bye, bisous. Bye.